Messieurs, dames, Tanguy Koki. Est-il convaincu ou il y a encore des zones d'ombre qui restent à faire? Moi, il m'a convaincu. Et je trouve que c'est parmi les meilleures interviews qu'il ait eu accordées à la presse nationale. Je ne parle pas de la presse étrangère. Il a répondu franchement, longuement, sur différents aspects de la vie nationale, en particulier en ce qui concerne le nord et le nord-est de notre pays. Bon, il ne vous aura pas échappé que les fameuses polémiques, je n'ose même pas en parler de ça, tournent autour de 2 ou 3 détails sur une interview qui a duré plus de 40 minutes. Nous allons en parler dans ce plateau spécial, mais il y a une certaine opinion qui pense que la sortie médiatique du président était une sortie ratée. Vous savez, chacun voit midi à sa porte. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur permet de penser et surtout de dire que c'est une interview ratée par rapport à quoi, en ce qui concerne quel sujet. Quand le président parle de ce qui se passe à l'Est, je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu des ratés. Quand le président aborde les questions des élections, je ne vois pas où est-ce qu'il y a des ratés. Donc on peut, sur plus de 45 minutes, on va s'accrocher sur des détails. Moi, généralement, je considère que lorsque je fais un travail et que les gens s'attardent sur des détails, ça veut dire que sur l'ensemble, la chose était bien présentée. Et c'est d'ailleurs mon point de vue. Maintenant, on peut discuter sur tel ou tel aspect, ou peut-être ça n'a pas été très clair, ou les gens n'ont pas suffisamment bien compris. Mais ça arrive, c'est indirect. Déjà, je pense que les gens devraient réécouter cette interview, mais calmement, sans arrière-pensée, sans rien. Ils verront véritablement que, à part quelques petits éléments qui peuvent porter à discussion, je ne dirais même pas polémique, c'est une interview qui est parmi, à mon avis, celles qui ont été en tant que spécialiste en communication et communicologue de formation, vous auriez souhaité quel format? Enregistrer l'interview du président ou passer en direct? Écoutez, moi je trouve que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est spontané. Et on ne va pas se mettre à censurer. Je crois que le président s'est préparé pour cette visite au nord-est du pays. Il a abattu un très grand travail. Il s'est préparé pour rencontrer la population à travers les médias. On lui reprochait souvent de ne pas beaucoup échanger avec les médias. Je pense que là, les amis des médias n'ont pas à se plaindre. Et donc je pense que le président est très très bon pour les directs. Il est très bon également lorsqu'on voudrait lui proposer des différés. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je trouve qu'il est très bon lorsque il est en face des interlocuteurs et qu'il répond directement aux préoccupations qui ont fait qu'on l'invite là où il est. Maintenant, sur la forme, aurait-il été meilleur en prenant en différé? Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a par exemple une expression comme « Vous voulez que je vous réponde franchement ?» Allez-y. Du front. Non, d'accord, c'est le président. D'accord. Je ne fais que paraphraser. Oui. Vous voulez que je vous réponde du fond du cœur? Il n'y a pas besoin d'indifférer pour ça. Au contraire, ça enlèverait toute l'authenticité de l'expression que le chef de l'État a mis dans ces moments. Il a parlé avec son cœur. Exactement. De toute façon, le président a dit que lui sera un président qui va nous dire à tout le monde ce qu'il fait, comment il le fait, avec quels moyens. C'est vraiment le style Tshisekedi, qui est d'ailleurs apprécié par la population congolaise. Nous allons décortiquer cette importante interview du président de la République. Nous avions retenu quelques points. Nous, en première position, d'abord concernant le vaccin AstraZeneca. Écoutons d'abord le président de la République et puis nous allons revenir. Entendu. Je crois que j'ai eu raison de ne pas le faire. Parce que celui que nous avons vu, c'est AstraZeneca. Et ça, je vais vous parler très franchement. À l'époque,
du ministre Eteni, le sortant de la Santé, nous étions prêts, c'était à la mi-mars, je me souviens, à lancer la campagne de vaccination. Et je crois que c'était même la veille. Et j'ai vu cette information à la télé d'abord et puis dans les réseaux, je pense. J'ai transféré d'ailleurs cette info un matin au ministre pour lui dire attention, demain nous allons lancer la campagne, mais regardez ce qui se passe en Europe. AstraZeneca, je crois que c'est suédois, je pense, si mes souvenirs sont bons. Tous ces pays scandinaves, de l'Europe, de l'Ouest, etc., tous avaient pris la décision de suspendre, enfin tous, il y en avait 11 à peu près qui ont pris la décision de suspendre AstraZeneca. Pourquoi? Parce que, bon, ils estimaient qu'il n'était pas efficace, etc. Donc, a fortiori, nous, qui allions bénéficier de ce produit, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on ne pouvait que aller dans le même sens. À suivre le président de la République et monsieur le porte-parole, on voit Félix Tshisekedi un peu hésitant de prendre ce vaccin d'AstraZeneca et pourtant il y a des tonnes et des tonnes de ce vaccin qui est arrivé ici à Kinshasa, mais il est hésitant et pourtant beaucoup de Congolais attendent voir Tshisekedi et sa tendre épouse aller se faire vacciner pour emboîter le pas. Pourquoi il est si hésitant? Je voudrais d'abord rappeler ici une chose, que la vaccination telle qu'elle se passe dans notre pays n'est pas du tout, comment dirais-je... Obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire, mais le président de la République est pratiquement un des champions, à travers notamment le continent africain, qui a proposé que l'on puisse effectivement, à la limite, même arriver à produire un vaccin au niveau de l'Afrique. Sur le plan de la science, AstraZeneca est un produit qui a, rappelez-vous, il faut que les gens n'aient pas la mémoire courte, qui a provoqué un certain nombre d'interrogations, même de la part des scientifiques. Bon, le président de la République écoute, il vient de le dire, il entend, il voit, il observe, et il a des conseillers, il a des scientifiques sur qui il se repose avant de prendre une décision. Le chef de l'État n'a pas interrompu le programme, la campagne de vaccination. Encore une fois, je rappelle que la vaccination n'est pas obligatoire. Concernant AstraZeneca, je crois qu'il faut quand même dire 2 ou 3 petites choses. Allez-y. AstraZeneca n'est pas contesté sur le plan scientifique. Et même l'autorité scientifique en la matière, la CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies pour l'Afrique, a homologué le vaccin AstraZeneca. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un acte individuel, donc là il faudrait bien qu'on s'entende, le président de la République est parmi ceux, même au niveau de l'Union africaine, je me souviens, je l'avais accompagné à Addis Abeba, il était parmi ceux qui ont réclamé qu'il y ait un vaccin pour aider nos populations à mieux faire face à cette maladie. Et d'ailleurs, je crois que au niveau de l'Union africaine, on a milité, et on ne sait pas encore, pour que ce vaccin ou un vaccin puisse être produit sur le sol africain. Si ma mémoire ne me trompe pas, ça devrait être, je crois, en Afrique du Sud. Maintenant, que le président de la République dise, écoutez, moi, j'ai eu des doutes. À titre personnel, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, élargissons la palette des vaccins disponibles en ce moment. Et c'est ces doutes-là, il fallait le dire à haute voix, ou c'est un doute qui allait rester interne, parce qu'il devrait prêcher par l'exemple, monsieur le porte-parole. Oui, mais prêcher par l'exemple, lorsque, effectivement, on se dit, voilà, j'ai ici une panoplie. Vous savez, on est des hommes. Vous avez affaire à quelque chose de nouveau. Vous vous dites, ah, attention, là d'où ça provient, il y a quelques réticences. Là d'où ça provient, il y a quelques réticences. Il ne veut pas exposer son peuple, c'est ça? Oui, le problème, il est de savoir, est-ce que
ces vaccins sont valables scientifiquement? La réponse est oui. Et le président lui-même le sait et il le dit. Maintenant, parce que si ce n'était le cas, ce vaccin n'allait pas arriver en RDC. Oui, mais ce vaccin est disponible, a été disponibilisé dans beaucoup de pays occidentaux, même des pays africains. Donc, le problème, ce n'est pas de contester AstraZeneca en tant que tel. Mais le problème, c'est à quel niveau? Au niveau d'offrir une variété de vaccins. Et le président a dit, ça va être d'ailleurs assez imminent, qu'on puisse offrir une variété de vaccins. C'est au peuple d'en faire le choix. À l'époque, la seule possibilité que nous avions, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étaler ici, le seul vaccin qui était disponible pour la plupart des pays africains, et dont en République démocratique du Congo, il y avait l'AstraZeneca. Encore une fois, je rappelle, l'AstraZeneca a été homologué, scientifiquement, il est valable. Maintenant, compte tenu de ce qui a été ce qu'on a suivi à travers les médias, oui, c'est normal, puisque ce n'est pas obligatoire que quelqu'un se dise, attendez, je pourrais choisir, parce qu'en Europe, vous pouvez choisir le vaccin que vous allez prendre. Donc, permettons à notre population. Mais ici, on n'en a pas assez. Il n'y a qu'AstraZeneca qui est là. Pour l'instant, on a AstraZeneca. Et à quand je viens de vous dire que c'est imminent, cette offre, cette ouverture de la palette des vaccins, les Johnson & Johnson, etc. Et à ce moment-là, et le président l'a dit lui-même, encore une fois, il a été sincère, il dit, lorsque cette palette sera disponibilisée, je me déciderai à me faire vacciner moi-même. Maintenant, celui... il a dit qu'il sera accompagné la distinguée première dame, oui. Mais pour ce qui concerne le moment actuel, puisqu'il n'y a que AstraZeneca, ce qui permet de freiner, on a vu que dans certains cas de maladie, lorsqu'on est touché, lorsque vous êtes vacciné, ça permet de ne pas développer des formes graves de la maladie. Ne fût-ce que cela, il y avait une possibilité, et donc on devrait pouvoir offrir au peuple congolais la possibilité d'avoir ce vaccin. Maintenant, puisque la palette des vaccins serait diversifiée incessamment, et le président l'a dit, je me déciderai à aller me faire vacciner. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause, comme j'ai lu dans certains médias, comme j'ai entendu... Mais ça crée des doutes. Attendez, mais le doute, il est déjà au départ, avant même qu'AstraZeneca n'arrive, le doute était déjà dans les esprits. AstraZeneca, pour une grande partie, était les dons des partenaires, mais le problème se pose parce que d'autres vaccins coûtent extrêmement cher au pays, c'est ce qui fait que ces vaccins ne soient toujours pas là. Oui, mais vous dites exactement la même chose. On s'est battu, on se bat pour que là, dans quelques temps, l'AstraZeneca, dans quelques semaines sans doute, l'AstraZeneca ne soit plus le seul vaccin disponible au territoire. Il faut une panoplie. Il faut élargir la palette. Et c'est ce que le président est en train de se battre pour que ça se passe dans notre pays. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher ceux qui ont envie de voir tout noir là où c'est tout blanc, vous ne pouvez pas les empêcher de trouver qu'il y a matière à polémiquer. C'est des bonnes guerres. Mais ça, on le sait très bien. D'accord. Alors, donc, je voudrais insister sur le fait que le président n'a pas remis en question la qualité ni l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Il a simplement dit, moi, je vais attendre que d'autres vaccins puissent être disponibles et d'en faire le choix. Chacun peut faire le choix pour pouvoir se faire vacciner, ce qui est le cas ailleurs. Très bien. Il y a un autre sujet qui a aussi focalisé l'attention de la population après l'interview du président à la presse congolaise, c'est bien cette fameuse affaire de 500 jeeps au profit des honorables députés nationaux. Nous allons y revenir, mais le temps de suivre d'abord la position du président sur ces fameux jeeps qui sont destinés aux députés nationaux.
comment voulez-vous corrompre 500 députés, parce que notre Assemblée nationale fait 500 députés. C'est 500 véhicules qui ont été commandés. Donc ça veut dire que même l'opposition aussi, alors je vais la corrompre. Ça n'a pas de sens. Souvenez-vous, au moment où nous construisions cette union sacrée, j'avais reçu les députés de l'Assemblée nationale. Et dans notre discussion, je leur ai dit, écoutez, les amis, moi je ne suis pas votre autorité morale. Déjà, oubliez ça. Moi, je veux une discussion d'égal à égal avec vous. Vous êtes les représentants de notre peuple. Vous devez faire votre travail comme il se doit. Et moi, mon rôle sera de vous mettre dans les meilleures conditions. Quelles sont, selon vous, les meilleures conditions pour que vous fassiez votre travail? C'est-à-dire que vous soyez à l'écoute du peuple, que vous rameniez ces revendications du peuple, que vous rameniez les réalisations ou les non-réalisations du gouvernement dans vos circonscriptions respectives, pour que l'on sache travailler en symbiose pour l'intérêt de notre peuple. Ils ont cité une série de revendications, parmi lesquelles il y avait des véhicules. Il y a parmi ces députés, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, notamment ceux venus pour la plupart ceux venus de l'intérieur du pays, qui n'ont même pas de moyens de transport à Kinshasa. Or, ils doivent faire leur travail de député. Il y en a qui montent, qui vont au Parlement à moto, avec tous les risques que l'on connaît. Il y en a qui vont peut-être à pied parce qu'ils n'ayant pas le... Alors, ils posent le problème, ils disent, Monsieur le Président de la République, nous voulons, comme dans les législatures passées, avoir aussi des véhicules pour pouvoir, ils vont payer à leurs frais, hein, je le signale ici. C'est pas que le président a une cagnotte quelque part qu'il les... Mais certains ne reconnaissent pas, Monsieur le Président, d'avoir signé de crédit. Non, il n'y a pas de crédit, justement parce que peut-être ça c'est une méthode qui se passe. N'oubliez pas que l'Assemblée nationale a une certaine crédibilité, une certaine autonomie financière, etc. L'Assemblée nationale, avec son bureau, son président, ont tout à fait le droit de prendre langue avec des opérateurs économiques, des vendeurs d'automobiles, pour voir comment, ensemble, ils peuvent faire les montages financiers qu'il faut afin de fournir ces véhicules. Ce que j'avais fait, moi, c'était de dire, oui, je suis d'accord avec vous, pour optimiser votre rendement, eh bien, vous allez avoir des véhicules. Mais on ne va même pas s'arrêter là, on va continuer. Je l'ai même dit d'ailleurs dans mes discours à la nation. Nous allons renforcer le rôle de nos représentants nationaux en leur allouant à chaque fois qu'ils vont en vacances parlementaires un budget à chacun des députés pour que quand ils rentrent dans sa circonscription, ils puissent avoir les moyens de se mouvoir, d'aller auprès des populations, de poser même certains actes, comme on le voit sous d'autres cieux, avec un budget. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi là on ne dit pas que c'est de la corruption? Parce que je plaide aussi pour ça. Et s'il y a des moyens dans les caisses de l'État, je plaide pour qu'on leur donne certains moyens qu'ils puissent faire leur travail. Parce que c'est ça que je veux. Je ne veux pas d'une chambre d'enregistrement. Moi, je veux d'une chambre de représentants. Des gens qui vont parler au nom de la population. Je veux qu'on soit... Entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui dit vrai? Le problème, c'est pas qui dit vrai. Le problème, ce n'est pas qui dit vrai. Et le problème, c'est à quel niveau? Le président de la République vient de le dire encore une fois. Vous avez des députés qui ont porté leur doléance à son niveau, donc pendant la période des consultations. Il ne peut pas rester insensible à cela. Il voudrait avoir des représentants du peuple qui travaillent dans la dignité. Et travailler dans la dignité, ça commence d'abord par comment le député arrive à l'Assemblée nationale. Mais vous l'avez bien entendu aussi, je ne comprends pas pourquoi les gens retiennent des détails sur lesquels, d'ailleurs, vous avez entendu ici, il y a une nouveauté, une innovation. Laquelle? Le président de la République dit, on ne va pas s'arrêter à faciliter la mobilité des élus de la nation, des députés, mais on va également faire en sorte de leur trouver des moyens pour que quand ils rentrent auprès de leur base,
Et il ne s'agit pas seulement de députés de l'union sacrée de la nation, il s'agit de l'ensemble des députés. Y compris ceux du FCC? Tous les députés, ils sont 500. Il n'a pas dit on va donner à 340 ou à... Non, tous les députés. Ça, c'est une innovation. Vous en entendez parler? On dirait que c'est passé inaperçu. Tout ce qu'on a retenu, les véhicules. Tiens, parlons des véhicules. Allez-y. Le président n'a pas éludé. Et je voudrais quand même que l'on insiste là-dessus. Il n'élude aucune question. Et il nous dit des choses, par exemple qu'il y a une autonomie financière de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, pour dépenser de l'argent et obtenir des moyens de mobilité aux députés, n'a pas besoin du quitus du chef de l'État. Mais le mot d'ordre présidentiel est venu justement de cette Assemblée nationale, monsieur le porte-parole. Écoutez, ça, je crois que l'Assemblée nationale a des porte-paroles. J'ai d'ailleurs, je crois avoir entendu le porte-parole ou l'un des porte-paroles de l'Assemblée nationale dire autre chose que ce que vous dites là. Contradiction. Quoi qu'il en soit, écoutez, la contradiction... À interne, au niveau de l'Assemblée. Oui, mais la contradiction, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent bien qu'il y ait contradiction. Vous savez, on se méfie toujours de la nouveauté. Encore que là, en termes de véhicules, il n'y a pas de nouveauté. Ce n'est pas la première fois que les députés puissent bénéficier, par rapport au budget dont ils disposent, de crédits ou des lignes de crédit pour les véhicules. Du déjà vu. Donc, installer une polémique par rapport à ça, je trouve que c'est quand même quelque part incompréhensible. Et le président, tout en se disant, mais attendez, on introduit une nouveauté. Au lieu que les gens me disent, mais voilà, effectivement, ça leur permettra de faire ceci, parce que quand ils viennent en vacances parlementaires, il y en a qu'on ne voit pas, parce que... Non, ça, on laisse de côté, on se focalise sur les véhicules. Mais malgré ça, quand on va regarder l'affaire des véhicules, le président vous a dit non, ils vont aligner des lignes de crédit, c'est eux qui vont contacter les constructeurs, les concessionnaires, etc. Où est la place, où est le problème du président de la République? Dites-moi. Nulle part. Il est victime de sa bonté. Pas que victime de sa bonté. Sa bonté. Oui, mais de sa bonté. Non, j'ai bien compris, bonté. Oui. Non. Les personnes qui veulent faire polémique feront toujours polémique, même si, d'ailleurs j'ai vu encore d'autres images. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une très bonne invention sur le plan des sciences de l'information et de la communication. Parce que ça permet de vulgariser les moyens voilà. Mais, attention, c'est une arme redoutable. Parce qu'il suffit que quelqu'un lance un fake news et tout de suite, ça se répand. C'est une information. Regardez comment on en arrive à prendre du temps et même perdre du temps pour parler des 500 jeeps, alors qu'on peut parler de beaucoup d'autres choses par rapport à ce que le président est en train de réaliser. Donc, moi je trouve que le chef de l'État a parfaitement répondu à ceux qui ont voulu en faire une grande affaire. Il a rappelé que c'est à la demande des députés qu'il a compris leurs besoins d'être plus mobile et plus mobile en sécurité. Vous avez beaucoup de choses à dire, hein, mais nous sommes secoués par le temps. Monsieur le porte-parole, le troisième sujet à débattre au cours de ce plateau spécial, c'est bien les élections de 2023. Le président de la République en a réservé une part belle à l'interview accordée à la presse congolaise. Écoutons le garant de la nation. On soit très clair, parce que j'ai vu une certaine polémique qui voulait s'installer à une question qu'on m'avait posée d'un de vos confrères sur mon intention de me repositionner en 2023. Mais écoutez, je crois que cela dépendra de la volonté de la population d'abord. Ça, c'est la première des choses. Ce sont nos concitoyens, nos compatriotes qui décident de notre propre sort. Voilà.
Suspendu à la volonté populaire, mais il y a la CENI, la loi sur la CENI qui a été votée dans les deux chambres du Parlement et la validité reconnue par la Cour constitutionnelle. Et il reste maintenant la promulgation de cette loi par le chef de l'État. Mais en dehors de la CENI, il y a également la justice. Vous ne voyez pas que le président de la République a mis des verrous pour sa propre succession en 2023, il va gérer la CENI, il gère la justice. C'est un chemin balisé pour lui, non? Qui gère la justice? Qui gère la CENI? C'est lui qui a mis cette justice, la Cour constitutionnelle par exemple, sa configuration actuelle. Ça vient de lui, c'est lui qui a nommé... Ce n'est pas lui qui a composé la Cour. Attention. Oui. La Cour oui. relève de la magistrature. Oui. Le président ne fait que nommer sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Il n'y a pas du tout confusion là-dessus. Quand vous parlez de la magistrature, je ne vois pas du tout ce qu'elle vient faire dans ce débat sur l'organisation des élections en 2020. Ah oui, mais la Cour constitutionnelle joue un rôle important quand même pendant la période électorale. Mais je ne refuse pas. Oui. Je ne refuse pas. C'est bien la Cour constitutionnelle qui avait proclamé Monsieur le Président Tshisekedi. Et c'est elle aussi qui valide et qui invalide. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui. Mais je ne vois pas pourquoi le nom du chef, ou le chef de l'État intervient à ce niveau-là. Le chef de l'État a toujours répété, il ne s'ingère pas dans le fonctionnement des questions judiciaires. Donc ça, il faudrait quand même qu'on puisse le lui accorder une bonne fois. Et la CENI pour toutes. Et la CENI taillée sur mesure dans la répartition de la composition de cette CENI. Taillée sur mesure pour qui? Non, il y a une grande partie qui sera absorbée par je vais dire une grande partie qui va revenir à la classe politique. Toutes tendances confondues, hein. On parlait de la majorité, je vais dire quoi, de l'Union sacrée et du FCC qui se taille la part du lion au sacrifice de la société civile. Et pourtant, la CENI, dans l'imaginaire collectif, ça devrait plutôt revenir à la société civile. Mais la société civile a été revalorisée dans cette loi. Je suivais dernièrement un constitutionnaliste bien connu, le professeur Mbata, pour ne pas le citer. Il disait bien que dans cette loi, la société civile aura 5 représentants. C'est-à-dire qu'à une unité près, la société civile aura presque doublé sa représentativité. Par rapport à quoi? Par rapport à la CENI précédente, où il n'y avait que 3 membres représentant la société civile. Mais par rapport à l'Union sacrée au FCC, là maintenant ce sont les forces politiques. Dont la CENI est politisée. Mais la CENI est politique. Attendez, la CENI, elle gère quoi? Les élections. Les élections ne sont pas politiques. C'est politique. Mais alors non, mais on voulait quand même avoir un arbitre qui est neutre. Mais il est là. La société civile a toujours été là. Minoritaire. Oui, mais tout en étant minoritaire, qui a dirigé les CENI jusqu'à présent? Et à boire et à manger. Non, qui a dirigé la CENI jusqu'à présent? Société civile. Depuis la création. Depuis 2006, l'élection 2006, 2011, 2018. Je crois que quand il y a des avancées, c'est comme tout à l'heure avec l'octroi d'une certaine quotité pour les députés qui rentrent en vacances parlementaires. Lorsqu'il y a une nouveauté, je crois qu'il faudrait quand même l'apprécier. Peut-être voudrait-on qu'il y ait 10 membres de la CENI, 10 membres de la société civile à la CENI, mais ça, ce sont les élus du peuple qui les déterminent. Donc, je reprends, la CENI a, dans la configuration actuelle, 5 membres sur, je crois, les 15 membres de cette CENI. Bon, vous me direz toujours que c'est peu. Bien sûr, il aurait peut-être voulu avoir 8 ou 12 ou 10. Mais pourquoi pas? Oui, mais ce n'est pas à moi de vous déterminer pourquoi pas. Ceux qui ont fait la proposition de loi, ils étaient dans leurs droits.
ils ont consulté, ils ont échangé, ils ont discuté. Donc moi je salue le fait qu'il y ait davantage de membres de la société civile au sein de la CENI, même si c'est peut-être pas le nombre que certains voudraient. Mais vous savez, il n'y a pas 3 millions de députés. Une société civile inféodée. Bon, mais ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas le fait du président Tshisekedi. La société civile de notre pays, je crois que c'est un secret de polichinelle. Non. On est en train d'amener des innovations. Saluons ces innovations. Permettons à cette institution de fonctionner en essayant d'améliorer les choses. Je suivais toujours, pour me référer à la même interview, le professeur Mbata disait, cette fois-ci, si un membre de la CENI, qui d'ailleurs, une fois qu'il est admis à la CENI, doit couper tout cordon ombilical avec son parti d'origine. Mais entre le dire et le faire, il y a une marge, monsieur le porte-parole. Attendez, dans la loi actuelle, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des sanctions qui sont prévues, contrairement à l'ancienne loi. Donc ce qu'il faut, moi je dis, je salue toujours quand il y a une avancée. Il y a une avancée, saluons-la. Appuyons ce qui se fait. Ceux qui l'ont fait, c'est vrai, ce sont des hommes. C'est imparfait, mais fonctionnons avec ce qu'il y a et essayons de donner les moyens que ça fonctionne mieux que ça n'a fonctionné auparavant. Monsieur le porte-parole, je venais de le dire, entre le dire et le faire, il y a une marge. On peut bien beau le dire, mais pour mettre ça en application, ça devient un problème ou problématique, pour ne pas dire problématologie. Oui, mais non. Mais il faut qu'il y ait des dispositions légales. Et les dispositions légales sont là. 5 membres de la société civile au sein de la CENI sur les 15. Vous me direz, ça fait 5 contre 10. J'ai encore des doutes au niveau des chiffres. Je crois que la CENI doit être minoritaire par rapport à l'Union sacrée, au FCC, dans la répartition des sièges au niveau de la CENI. Oui, mais forcément. Puisqu'ils sont 5. 5, c'est moins que 10. Maintenant, dans la répartition des 10, là, c'est une affaire des partis politiques. Très bien. Et n'attendez pas du chef de l'État ou de son porte-parole qu'il entre dans ces débats-là. Mais il y a une réaction négative de l'opposition. Je fais allusion à Lamouka qui n'est pas d'accord avec cette loi électorale et qui n'attend que sa promulgation dans les jours qui viennent par le président de la République, et c'est de son droit. Mais il y a encore un autre sujet évoqué par le chef de l'État au cours de cette interview à la presse congolaise, c'est bien son salaire. Le président touche combien? Est-ce un sujet tabou pour dire à la population combien le chef de l'État touche? Écoutons d'abord sa propre réponse à cette question lui posée, soit par Françoise Bouela ou alors par Christian de Sakweno. Écoutons le chef de l'État. Je vous le dis très sincèrement, je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne touche pas des masses, ça ne m'intéresse pas. Et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout, je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici. Parce que moi je crois que, comme on le dit dans la Bible, lorsque la main droite donne, la gauche doit ignorer. Mon salaire ne m'intéresse même pas. Mais je sais qu'il n'est pas exorbitant. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion, peut-être le passage ici, pour dire exactement, je suis pour que l'on baisse le train de vie de l'État. Et en ce moment, d'ailleurs, j'ai donné des instructions. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du budget. On est en train de travailler très sérieusement à cela. Et à ce moment-là, je reviendrai pour vous dire exactement, au centime près du franc congolais, ce qu'est mon salaire. Pourquoi le chef de l'État fait-il un sujet tabou s'il disait à son peuple que moi je touche autant? Pourquoi? Mais il vient de vous le dire. Vous n'avez pas bien entendu ou Non mais moi, ça veut dire qu'en lui posant cette question, les gens attendent des chiffres. Le président a parlé mais il n'a pas donné exactement combien il touche.
Je voudrais juste poser une petite question. Je sais que c'est pas Non, c'est moi qui pose la question. Je le fais. C'est une question qui fait partie de ma réponse. Pourquoi le Congolais ne s'intéresse-t-il pas au texte de loi? Il y a une loi des finances qui est consultable, même sur Internet. Mais il pouvait aussi le dire au cours de cette interview. Pardon. Je vous en prie. Pardon. Il y a une loi des finances qui détermine les émoluments du président de la République. Mais c'est combien? Attendez. Il y a cette loi-là, elle montre très bien comment elle module tout ce qui entre dans les dépenses concernant le président de la République. Nous ne sommes pas au niveau des dépenses. Non, s'il vous plaît, c'est important. Parce que j'ai entendu des réflexions du genre, oui mais comment il achète le pain, comment... Attendez, je crois qu'à un moment donné, moi je veux bien que... Monsieur le porte-parole. Si vous voulez me laisser parler, je voudrais bien continuer. Allez-y. Non, ce que je voudrais dire c'est quoi? C'est que le président de la République, ne l'oublions pas, c'est une institution. C'est l'unique d'ailleurs. C'est une institution. C'est la seule d'ailleurs qui est représentée par une personne. Oui, une personne. Et donc, une institution a des dotations. Et dans le cas d'espèce, le président a une dotation. Et c'est encore une fois dans la loi. Mais pardon, s'il vous plaît. Ne mélangeons pas les choses. La dotation permet au président de la République de fonctionner. Ça n'intéresse personne. On veut savoir le salaire. D'ailleurs, en fait, je crois qu'il faut parler plutôt de... pas de salaire comme tel, parce que le salaire, ça signifie que vous avez signé un contrat et on vous a dit, vous allez toucher autant. Ce qui revient, les émoluments qui reviennent au président de la République sont prévus dans la loi des finances. Le président de la République dit qu'il ne le connaît pas. Mais ce n'est pas lui qui gère ça au quotidien, mes chers frères, mes chers amis. Il y a un service qui s'appelle le service de l'assistant financier du chef de l'État. Qui fait par rapport? Oui, s'il vous plaît. Enfin. Donc, véritablement, vous pensez... Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, mais vous êtes dans votre rôle. D'accord, vous essayez de me tirer les vers du nez. Très bien, très bien. Non, mais je vous comprends parfaitement. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens espèrent que je vais donner un chiffre. Mais nous, on attend que ça. Oui, mais je vous ai déjà renvoyé à la loi. À la loi financière. Parce que vous aviez lu cette loi avant de venir ici. Exactement. Il touche combien? Il touche combien? Oui. Lorsque vous dites il touche, vous parlez de quoi? Voilà, c'est ça le problème. De ces émoluments. C'est ça le problème. Sur la liste civile. Parce que la liste, ce que vous appelez la liste civile, le président est pris en charge. Donc quand il dit que je ne m'intéresse pas, parce que il est vrai que lorsqu'il y a un besoin qui se présente, il y a une dotation qui est mise en route. Donc, ce n'est pas impossible. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le cas puisque le président l'a dit. Je ne sais pas. Et il faut croire à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un service qui s'occupe du quotidien. Et donc c'est ce service-là qui gère. Et donc, qui fait aussi rapport. J'imagine bien qu'il fait rapport. J'imagine bien. Et le chef de l'État doit avoir une idée sur le montant quand même qui est logé au niveau de ces émoluments le chef de l'État, pour effectuer les dépenses. Le chef de l'État n'a pas éludé la question. Il vous a dit, il nous a dit, il reviendra pour donner au centime près, puisque ce sont les chiffres qui semblent intéresser ses compatriotes. Et quelque part, il y a, je dirais pas une forme de déception. Vous voyez quelqu'un qui vient de passer plus de 3 semaines dans des conditions extrêmement difficiles, sur des contrées qui ne sont pas encore totalement sécurisées, pour aller réconforter, pour aller rassurer les victimes, ses compatriotes de l'érosion volcanique, l'éruption volcanique des Nyiragongo. Il n'y a pas que l'éruption volcanique. Aujourd'hui, vous avez des tronçons de route ou des axes routiers dans l'Ituri qui sont maintenant fréquentés. Oui, la RN27. Il vient de faire cet effort-là, et puis il arrive pour faire une restitution, et quelle question on lui pose? Combien vous touchez? Donc, quand il vous dit
que... Mais les journalistes n'ont fait que son travail. Oui, je n'ai pas dit que le journaliste n'a pas fait son travail. Je dis que le président de la République, il faut maintenant voir, je crois que c'est aussi une symbolique. Lorsqu'il vous dit que ça ne m'intéresse pas, non, ça dit que ça peut être aussi un regret de dire, voilà, on vient de faire tout ça, tous ces efforts, mais tout ce qui... On a reconnu. Oui, mais non, attendez. On a reconnu les efforts fournis sur le terrain. Mais c'est une question qui est venue comme ça. Regardez dans l'assistance, dans les discours ici, c'est toujours combien. Le président vous a dit que c'est insignifiant par rapport à un chef d'État. Oui, mais le président de la République, son salaire n'atteint même pas 20 000 $. Il est en dessous. Sérieux? Je vous le dis. Pas 20 000 $? Allez vérifier. Je vous ai parlé de la loi. Je vous ai parlé de la loi des finances. Allez vérifier. Je pense que je vous mets aussi à contribution. Mais oui, la loi des finances, c'est une chose. Est-ce qu'on la respecte? Bien moins de 20 000 $. Est-ce que cette loi est respectée? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Parce que vous êtes la bouche autorisée. Le président de la République la respecte puisqu'il prend ce qu'on lui donne. Ses services se suffisent de ce qu'on met à la disposition du chef de l'État. Il n'a pas réclamé davantage. Que je sache donc, cette loi est respectée en ce qui concerne. Attendez, monsieur le porte-parole. Donc, Florent Ibenge, comme il est allé à Berkane, au Maroc, avec ses 54 000 $ par mois, oui, il touche plus que le chef de l'État congolais. Exactement. Sérieux? Et très très sérieux. Mais prenez la loi des finances, mon cher ami. Vous allez calculer et vous allez vous-même venir ici un jour. Je vais lire cette fameuse loi. Non, parce que les gens croient et nous allons peut-être organiser d'autres émissions justement en rapport avec cette fameuse loi. Les gens croient que le président, ce n'est pas sa préoccupation première. Et puis, il faut aussi voir vous avez des personnes qui sont assez réticentes pour parler de leur salaire, de ce qu'ils touchent, de ce qu'ils gagnent. Je crois que ça aussi, il faut pouvoir le lui accorder. Mais il l'a dit, dans peu de temps, je reviendrai. Pour donner son salaire. Et je vous dirai combien il touche au centime près. Mensuellement. Je vous dirai au centime près. Mais j'imagine que s'il y a des émoluments, c'est chaque mois qu'il tombe. Très bien. Alors, nous allons terminer. La façon dont nous décortiquons cette interview du chef de l'État par un sujet, je ne sais pas, peut-être publiquement, c'est pour la première fois que le président parle de son ancien directeur de cabinet en le citant nommément et en louant ses capacités publiquement, pour la première fois. Et le président a parlé justement de Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet. Et écoutons les termes utilisés par le chef de l'État. Vital Kamerhe, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive, affecté aussi. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dires mal intentionnés. Je ne l'ai pas voulu. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs, c'était au sein d'un conseil de ministres que c'était parti à l'époque du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement dans séance. Puis le ministre de la Justice de l'époque a renchéri en disant, Monsieur le Président, ce que vient de dire le Premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part. Dès demain, je saisis la justice. Ce jour-là, ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel, c'est-à-dire Vital Kamerhe, mais c'était un de ses adjoints. Et donc, après, je l'ai fait venir, je lui ai posé la question, je lui ai dit, tiens, mais on a parlé des fameuses maisons qu'on a à construire dans ce programme des 100 jours. Est-ce que c'est notre affaire? Il a dit non, c'est pas notre affaire. Je dis bon, ça va. Donc, que la justice fasse son travail. Et malheureusement, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Ce que je peux accepter comme reproche, c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Mais alors, dans ce cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes, alors, qui sont de laisser la justice libre de faire son travail. Laisser la justice libre de faire son travail. Quand le président de la République s'accroche à la justice, est-ce qu'il n'y a pas
une face cachée et pour résoudre justement les problèmes qui frappent aujourd'hui Vital Kamerhe, son grand allié au niveau du cash. Ils ont cheminé ensemble pendant la campagne électorale. Après, comme il n'y avait pas de majorité au niveau du cash, il y avait une réalité en face du FCC, mais au lieu de devenir Premier ministre, il a fait de Vital Kamerhe son directeur de cabinet. Mais les choses sont terminées telles que tout le monde les connaît. Mais pourquoi le président s'accroche-t-il à la justice pour résoudre le problème des Kamerhe? Déjà, je vous dirais, pour revenir à ce que tout le monde dit, et je crois que c'est même biblique, que la justice élève une nation. Le président ne s'accroche pas à la justice pour sauver quelqu'un. Le président a pris la question de la justice comme une question un des socles de sa gouvernance. Il l'a dit à plusieurs reprises, il veut bâtir au Congo un état de droit. Un état de droit fonctionne avec une justice indépendante. Et ça, c'est un leitmotiv, c'est Félix Tshisekedi. Maintenant, le président de la République a dit un certain nombre de choses par rapport à son ancien directeur de cabinet. Je crois qu'il faut prendre deux dimensions. La première dimension, c'est l'homme qu'il a connu, avec qui il a partagé son allié et son ancien collaborateur. Comment ne pas reconnaître les qualités de quelqu'un avec qui vous avez fonctionné? Quand il dit qu'il parle de droiture, de correction, mais c'est par expérience. Là, c'est l'individu Félix Tshisekedi. Ça vient du fond de son cœur. C'est dommage ce qui lui arrive. Je le déplore le premier, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier ce qu'a été le travailleur, ce qu'a été l'intelligence qu'il a déployée autour de moi. Ça, c'est la première dimension. Encore une fois, on trouve l'homme. Deuxième dimension. Le président de la République n'a pas dit que Vital Kamerhe est innocent ou que Vital Kamerhe est coupable. Ça relève de la justice. Ça ne relève pas du président de la République. Il a bien fait. Mais c'est lui le garant. C'est lui le garant. Oui. Le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais il a bien fait la part des choses. Quand il dit correct, quand il dit c'est par rapport à l'expérience humaine qu'il a partagée avec son ancien directeur de cabinet, avec un de ses principaux alliés actuels. Mais à côté de cela, il y a la justice. Le président n'a pas dit que M. Vital Kamerhe est innocent. Il n'a pas dit qu'il est coupable. C'est à la justice de le dire. Et je crois que c'est très important que nos téléspectateurs, nos concitoyens comprennent cela. C'est vrai, nous ne comprendrons peut-être pas en une seule fois, mais nous sommes là pour venir de temps en temps leur rappeler que le socle du pays que veut construire, de la République que veut construire le président Félix Tshisekedi, c'est la justice. Est-ce que l'hypothèse de voir un jour la grâce présidentielle accordée à Vital Kamerhe est exclue? Ça, je pense que le président a répondu à vos collègues. Il a dit que ce n'est ni le moment, ni le lieu. Il faut laisser le temps. J'ai envie de vous dire la même chose. Il faut laisser le temps au temps. Comme disait François Mitterrand. Le président de la République a un calendrier. Beaucoup de gens veulent le voir faire ça, faire ci. Mais c'est lui le président de la République. Le garant de la nation. C'est lui qui sait à quel moment il va faire quoi. Et nous avons toujours été surpris. Quand on l'attend à gauche, des fois il sort à droite. Il est rebondi à droite. Il sort à droite. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose que je suis en train. Ça fait quand même 2 ans et quelques mois que je suis. Vous êtes avec lui. Oui. Moi-même, il m'arrive d'être surpris. Je dis, là, c'est sûr qu'il va dire ça, il va faire ça. Et puis, boum, je vois que je suis à côté. Non. Ça, c'est la méthode de Tshisekedi. C'est lui, le président de la République. Oui. C'est lui qui a le calendrier. S'il dit que je dois
gracier par rapport aux prérogatives que me reconnaît la Constitution. Je dois gracier des prisonniers. C'est à lui de dire « je vais le faire ». C'est à lui de dire quand il va le faire et il va demander au ministre de la Justice, à Madame la ministre de la Justice, de lui dire « proposez-moi les gens qui... voilà. Mais pour le moment, personne ne le sait. En tout cas, si quelqu'un vous dit qu'il le sait, oui. Bon, je dirais peut-être qu'il a lu dans le marc de café. Très bien. Très chers téléspectateurs, hein, c'était très intéressant de recevoir sur ce plateau spécial les porte-parole du président de la République, M. Tarcisse Kasongo Mwemba, Yamba, communicologue de formation, grand professeur d'université. Nous avons eu l'occasion de bénéficier de ces enseignements, je l'ai toujours dit. C'est toujours un honneur pour moi de vous recevoir. Hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste un petit ajout. Je vous en prie. C'est quelque chose qui tient le président à cœur, c'est de lutter pour diminuer les dépenses publiques. Il a dit. Oui, mais là, j'insiste dessus parce que ça rentre dans une ligne de conduite qu'il s'est donnée, et je pense que, même si pour l'instant, il y a encore des... Est-ce que ça ne fera pas du mal aux gens qui sont habitués à mener de vie de pacha? Oui, mais le président de la République n'est pas pour ces gens-là. Lui, il est venu pour l'ensemble du peuple congolais. Très bien. Il n'y a pas que les pachas. Très bien. Il faut s'occuper de ceux qui ne sont pas très bien. Dans des conditions confortables. Restez dans la logique du peuple d'abord. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.